Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Télécréole et bonsoir aux éditeurs de Créole FM, puisque nous sommes également diffusés sur les ondes de Créole FM. Donc ce soir au sommaire, bien sûr, vous vous en doutez, on va parler de Manuel Valls, mais pas que de Manuel Valls, on parlera également des annonces attendues qui ont commencé à être déclinées, et puis on parlera également de régional, parce que d'une façon ou d'une autre, c'est en filigrane. Donc, pour parler de Manuel Valls, ce soir, nous avons Manuel Marchal donc de Témoignages, bonsoir. Geoffroy Géraud-Legros, rédacteur en chef de Sainte-Anne-la-Mer. Bonsoir. Et puis Pierrot Dupuis, donc rédacteur en chef des Infos 974. Bonsoir. Bonsoir. Et rappelez donc que Manuel Marchal est également rédacteur en chef de Témoignages. Alors, on va commencer l'émission. Je voulais faire un clin d'œil parce que c'est toujours ça. Et c'est vrai. Au-delà des balles populaires du 14 juillet, on ne parle plus trop de ce qu'on appelle le protocole républicain, des symboles. Juste un clin d'œil. Et aussi parce que ce matin, la classe CHAM de l'école élémentaire Gabriel Massé de Saint-Denis était là pour accueillir le Premier ministre Manuel Valls au monument aux morts, au moment de la remise de cette gerbe de fleurs. Donc on va rapidement voir comment ça s'est passé ce matin. Et on va aussi voir que le protocole républicain n'est plus ce qu'il était. Alors, juste un clin d'œil, est-ce que vous pensez que le protocole républicain, toutes ces choses qu'on voyait lors de l'armistice, lorsqu'on célébrait l'armistice, lorsqu'on célébrait le 14 juillet, est-ce que ça tend à disparaître ou est-ce que vous pensez aussi qu'on s'éloigne un petit peu de tous ces symboles-là? Non, il y a quand même la Marseillaise, il y a comme d'habitude, rappelez-vous, à l'époque de Debré ou de Gaulle débarquant à La Réunion, les enfants des écoles qui administraient des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. On y est presque, hein, ça a très peu changé en fait. Hein. Madame Marchal, pardon. Je pense que c'est quand même ce qui permet de faire un lien avec l'histoire. Là, nous sommes en 2015. Il y a 70 ans, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quoi de plus logique que le chef du gouvernement qui vient rendre un hommage à ceux qui sont tombés justement pour que le nazisme soit vaincu en 1945. Géraud-Legros, est-ce que... Vous disiez le protocole n'est plus ce qu'il est, je suppose que vous faisiez allusion au fait qu'il n'y a pas grand monde. Voilà. Bon. Mais si vous voulez, c'est un peu normal, trop de protocoles tue le protocole. Hein. C'est assez ritualisé ces choses-là. Il y a les dates dont vous parliez. Bon, écoutez, à chaque fois qu'il y a une visite officielle, il y a une gerbe, les gens ne sont pas non plus... Il y a aussi l'émergence d'Internet. Auparavant, il y avait une distance entre la population et les élus. Oui. Et aujourd'hui, grâce à Internet, je veux dire, à la limite, on peut dialoguer avec eux par chat, on les voit tous les jours. Juste avant de poursuivre, il faut savoir qu'au moment de la 5e République, le général de Gaulle voulait ce lien entre lui, le président. La République est passée une fois tous les 6 mois ou tous les ans à la Voilà, télévision. il y avait le direct. On voit tous les soirs dans le journal. Il y avait le direct et il y avait surtout ce changement de suffrage universel direct. Donc c'était le peuple qui élit le président depuis. En fait, la question aussi, c'est il y avait plus de monde pour Hollande ou il y avait plus de monde pour Valls, même si c'est pas important. A priori plus pour Hollande. Oui, mais le contexte n'est pas le même. Non, Hollande, bien sûr. En tant que candidat, là, Valls, ici vient, c'est une visite, je dirais, classique de ministre, c'est pas du tout comparable. Mais c'est vrai aussi, il faut prendre en compte, et ça on n'a peut-être pas assez dit, qu'il y a une lassitude de la population et de l'électeur qui se traduit non seulement dans les déplacements pour venir accueillir un ministre, mais dans les urnes. Oui. Et aujourd'hui, on vote beaucoup moins. Il y a tout de même, dans l'esprit de ce que tu disais, il y a quand même une multiplication des voyages protocolaires. C'est incroyable. Je me souviens, quand j'étais Marmaille, il y avait une fois de temps en temps, il y a les larges masses qui venaient à Gillot. Bon, maintenant, c'est pas tous les jours qu'un ministre, mais bon, c'est très banalisé. Ouais.
Moi, je trouve que lorsque François Hollande a fait donc la même séquence, il y avait autant de monde. Donc c'était donc oui, c'était juste avant le discours aux élus à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Donc il y avait peut-être à tout casser une centaine de personnes. Bon, ça montre aussi une volonté. Disons que ça montre une certaine évolution parce qu'auparavant vous aviez le maire qui, quand il était de la même tendance politique que le président ou le chef du gouvernement, il mobilisait pour pour montrer sa force, qu'il y ait foule. pour également montrer faire marque d'allégeance vis-à-vis donc du représentant de la France. Là, ça n'est plus le cas. Nous sommes dans une autre époque. Essayé, hein. Il a peut-être essayé, il n'a pas réussi, c'est autre chose. Ah bah c'est tout de suite quelque chose d'autre. On va faire juste un petit brin, un brin d'humour avec... c'est une question que c'est Daniel Dambourville, donc journaliste Réunion Première, qui a posée au moment où on a pu poser une question au président de région. Juste un clin d'œil pour montrer que parfois c'est pas simple. C'est pas simple pour les journalistes, mais vous allez voir que parfois c'est pas simple non plus pour les politiques. On a posé la question suivante à Didier Robert. Qu'est-ce qu'il attend de cette visite du Premier ministre? Et vous allez sourire. Vous attendez de cette visite, M. Robert? Je crois que ce moment républicain, donc le dépôt de gerbe, est un moment auquel l'ensemble des élus réunionnais ont souhaité participer. Et cela permet peut-être de démarrer cette visite par un communisme auquel nous sommes tous attachés. Nous avons tous la même volonté de faire avancer la région. Oui, mais même monsieur Vu que finalement il n'avait pas vraiment envie de répondre, ça nous a fait sourire ce matin de voir que parfois les élus de droite n'étaient pas très présents ce matin. Il y avait Nassim Ananar et il y avait donc Didier Robert à cette remise de. Oui, mais écoutez, à chaque fois qu'on vous voit ici, vous nous montrez un passage dans ce genre-là. Moi, je crois que c'est plutôt coutumier de la part de Didier Robert de répondre à côté de la plaque, en ayant d'ailleurs l'air un peu de se payer la fiole de celui qui l'interviewe ou de celui qui regarde. C'est assez particulier comme communication. Monia Marchal veut dire quelque chose là-dessus? Là-dessus, moi, j'étais pas dans cette séquence. Moi, j'étais dans la séquence d'après où, justement, Didier Robert a tenu un discours. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. On va revenir juste après. Alors, on va commencer, bien sûr, par ce qui a marqué l'actualité depuis samedi soir, cette finale entre la Juventus de Turin et Barcelone, en finale de la Ligue des Champions. Ce voyage depuis Paris en Falcon du Premier ministre qui avec ses deux enfants, est parti donc voir cette finale de la Ligue des Champions jusqu'à Berlin. Et toute la polémique qui en a découlé. Ce matin, donc, c'était à la préfecture où il a dit qu'il remboursera la partie liée à ses enfants. Alors, pour l'instant, les chiffres sont entre 15 000 € et 18 000 € le voyage. Le Premier ministre a indiqué qu'il remboursera 2 500 € et la presse a essayé de savoir est-ce qu'il a commis une erreur en allant voir cette finale, en utilisant l'avion de l'État, de Falcon. Et la presse est revenue. Est-ce que le Premier ministre Manuel Valls a commis une erreur? On lui a reposé la question au pied du monument aux morts. Voici sa réponse. Non, mais je me suis. C'est une maladresse? Est-ce que c'est une erreur? Vous n'en avez pas parlé comme tel? Je me suis déjà exprimé comme je l'ai fait. J'ai dit tout simplement si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et donc vous reconnaissez votre erreur? Je ne veux qu'il n'y ait aucun doute. C'est vous qui faites les commentaires. Moi, je me suis exprimé. Alors, il a admis qu'il a fait une erreur ou pas, selon vous? Oui, il admet qu'il fait une erreur, mais si vous voulez, sur le fond, on s'en fout. Enfin, écoutez, c'est incroyable cette histoire. Mais écoutez, c'est vraiment la polémique montée par la presse. Bon, je ne suis pas du tout un supporter de Manuel Valls, ni du Barça d'ailleurs. Mais non, mais écoutez, c'est vraiment, à mon avis, l'infrapolitique. Je trouve terrible qu'on en vienne à ce niveau-là. Avec le nombre de grands débats nationaux qui sont posés, il y a ça qui monopolise l'espace. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui, enfin ce qu'il a écrit, avec en tout cas la première partie de ce qu'il dit, c'est-à-dire que d'abord, il n'a pas commis de faute, ce qui est à mon avis vrai, et secondo, que c'était une tempête dans un verre d'eau. C'est ce qu'a dit également Emmanuel Macron, je crois, donc... voilà, c'est normal. Sur TF1. Mais Marchal, lui, il pense quoi? Oui. Ouais. Apparemment, il avait quand même, paraît-il, une réunion qui était programmée à l'avance et compte tenu des impératifs, bon, il s'est déplacé de cette manière. Effectivement, quand on voit une situation sociale qui s'aggrave, il est vrai que vous avez moyen de polémiquer facilement là-dessus.
Et il faut voir également la manière dont fonctionnent les médias. C'est quand même à celui qui va tenter de faire le plus d'audience. Et ça, c'est le genre de sujet qui peut faire de l'audience de manière à récupérer de la publicité pour augmenter ses revenus. Juste pour vous dire, et après je passe la parole à Pierre Dupuis, c'est que sur la visite du Premier ministre à La Réunion, si vous regardez les sites nationaux, les sites d'information, vous ne verrez que cette repentance. On ne parlera que de Manuel Valls qui donc rembourse. Ce qui est un petit peu normal, puisque les mesures qu'il annonce sont des mesures locales, donc qui n'ont pas un retentissement national, ça se comprend un petit peu. Je vais revenir sur le voyage, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, posons-nous le problème du voyage du Premier ministre. Est-ce qu'il est se justifié ou pas? Il a mis en avant pour se justifier le fait qu'il avait une réunion avec Michel Platini. Or, Michel Platini, 2 jours après, venait à Paris pour rencontrer François Hollande. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une réunion à Berlin pour discuter d'une organisation de matchs qui vont se passer dans 1 an, alors même que Michel Platini venait à Paris 2 jours après pour discuter des mêmes problèmes avec François Hollande? Voilà. Ce qui est gênant dans cette affaire, et je crois que ce qui explique que la mayonnaise est autant pris, c'est qu'on a l'impression, et il aurait mieux fait de l'avouer tout de suite, ça aurait été beaucoup plus simple, et là j'aurais été d'accord avec toi, ça aurait été de dire simplement, écoutez, ok, je suis un supporter du Barça, j'avais envie d'aller au match, point barre. Mais à partir du moment où il a essayé de se donner une justification officielle, il prêtait le flanc à la critique. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les enfants, parce qu'il l'a caché quand même au départ. S'il n'y a pas eu un journal pour le sortir, et là, le rôle de la presse, je suis désolé, tant mieux qu'il y ait la presse pour le révéler. S'il n'y avait pas eu un journal, ou BFM TV en l'occurrence, pour le signaler, on ne l'aurait jamais su. Et ça serait passé à l'as. Donc, on voit bien qu'il est gêné aux entournures. D'ailleurs, cette gêne continue dans les excuses qu'il fait, enfin, semi-excuses. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur, mais je rembourse le voyage de mes enfants. Il faut savoir, si tu n'as pas fait d'erreur, tu ne rembourses pas. Et si tu rembourses, c'est que tu as fait une erreur. Donc on voit bien qu'il est le cul de chaise. Et ça, les Français le sortent. D'accord, mais il y a quand même un problème, il y a une certaine américanisation de la politique française, et réunionnaise aussi d'ailleurs, qui passe par une chasse aux détails, parfois sordide, bon là c'est pas le cas, à une chasse à quelques centaines d'euros. Non mais si vous voulez, ça fait quand même couverture, ça fait quand même tout à fait obstruction à des choses qui sont infiniment plus graves. Non, mais vous avez pourquoi est-ce que moi ça m'a choqué? Ça m'a pas choqué parce qu'elle l'a fait. Ça m'a choqué. Oui, parce qu'il l'a nié. Oui, non, avant ça. Parce qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy le faisait... C'était la question que j'avais posée. À l'époque où Nicolas Sarkozy le faisait, tous, ils lui sont tombés dessus. D'accord? Et Nicolas Sarkozy, pour son fils, l'avait remboursé tout de suite à l'époque. D'accord? Et quand on voit un René Dosière, qui se met comme le parangon de vertu du PS, qui se permet de donner des bons points à tout le monde, à droite et à gauche, etc., et qui, là, dans ce cas-là, est venu nous expliquer que c'était normal, que Manuel Valls n'avait commis aucune faute. On reprend les mêmes phrases qu'il avait à l'époque sur Sarkozy, il avait été terrible. Oui, je crois que c'est vrai, et c'était ça que je voulais conclure là-dessus. C'est qu'à l'époque, après la victoire de Nicolas Sarkozy, il y a eu le Fouquet's, il y a eu le yacht de Bolloré. C'est vrai qu'il y a eu sa montre. Non, il y a eu un voyage où il avait amené son fils et où la gauche était tombée dessus à l'époque. Il y a le bling-bling, et c'est vrai que la gauche a utilisé ça à outrance. C'est pas qu'il avait amené son fils, il avait utilisé un Falcon pour aller chercher son fils, je ne sais plus trop où. Ça, c'est pas lui, c'est Joyandé qui était secrétaire général de je ne sais quoi. Et puis il avait les vacances de Madame Marie. Le fils aussi, j'ai publié le lien sur l'info aujourd'hui, le fils aussi. Donc, est-ce que quelque part aussi la droite, parce que la droite a quand même beaucoup, on a vu la séance... Tout le monde est faux cul dans cette affaire. Tout le monde est faux cul dans cette affaire. En tout cas, tout le monde a intérêt... La droite a bien appuyé sur le... Oui, mais tout le monde a intérêt, et ce que dit Pierrot est tout à fait juste, tout le monde a intérêt finalement à ce que la politique, ça parle que de ça. Et c'est ça qui est très critiquable. Et à masquer les sujets. On va y venir justement. Là où je suis d'accord avec Emmanuel, et non pas avec... Pas Emmanuel, non. Oui. C'est simplement que on est dans le symbole. Ouais. On est dans le symbole. Et le symbole est parfois important. À un moment où la France souffre tellement, où il y a tellement de chômage, etc., et bien de voir que quelqu'un paye un billet d'avion à 18 000 euros pour aller voir une finale de Ligue des Champions, un match de football, c'est choquant quand même. C'est choquant. Surtout, c'est choquant parce que faut quand même que ce soit le gouvernement de Sarkozy ou le gouvernement actuel de Manuel Valls, tout le monde demande aux Français de faire des efforts.
Et que lorsque les Français voient ça, il est évident que cela crée un malaise et crée une polémique. Et il est vrai aussi que le camp adverse sait se saisir de la balle pour en faire toute une politique. Même si on est conscient c'est qu'on de est la faux politique. cul. Tout le monde est faux cul. Tout à fait. La gauche ou la droite. D'autant qu'il y a les régionales dans 6 mois. Le problème, c'est que le symbole soit le Falcon à 18 000 € et pas la loi Macron qui est extrêmement grave sur le plan social. Ouais. C'est ça le problème, c'est que finalement c'est plus compréhensible. On va venir. C'est dommage. On va venir à ce qu'attendent les Réunionnais de ce voyage. Il y a eu déjà des annonces, surtout sur une télé concurrente. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, juste avant, on va écouter le président de la Chambre des métiers Bernard Picardo, on va écouter Ibrahim Patel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, et également Alain Cataille pour l'agriculture, voir leurs attentes et leurs doléances qu'ils font au Premier ministre pour faire avancer pour le développement économique de la Réunion. On écoute ces messieurs. Au niveau des entreprises de l'artisanat, nous attendons beaucoup, puisque vous savez que c'est malgré tout le gouvernement qui fixe l'orientation de la nation. Et donc nous avons demandé à ce qu'on taxe moins le travail et qu'on fasse en sorte que quelque part, qu'il y ait moins de charges sur nos entreprises pour qu'on puisse quelque part mieux se développer, avoir moins de soucis, je dirais, dans la vie de tous les jours. Donc une simplification administrative est aussi très importante pour nous. Sur le RSI, aujourd'hui il y a une manifestation. Est-ce qu'il y a une position à prendre ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charges dans nos entreprises, sur nos entreprises. Et donc, le fait de baisser nos charges sur nos entreprises réglera, à mon avis, tous les problèmes qui sont autour et aussi le problème du RSI. On attend beaucoup, effectivement, de la visite de ce Premier ministre parce que, j'ai dit, donc la Réunion est malade économiquement. Et je sais que le Premier ministre est venu pour nous apporter quand même des annonces positivement pour l'économie réunionnaise. Donc, nous attendons effectivement de connaître quelles sont ces annonces. Déjà, une première annonce qui nous encourage, c'est une prime de 4 000 € sur 2 ans dans le cadre de l'apprentissage, effectivement pour l'embauche d'un premier salarié, sachant que la Chambre de commerce est battue dans le cadre du contrat d'avenir pour un premier salarié, rajouter à 4 000 € de prime, c'est quand même encourageant effectivement dans l'embauche de nos jeunes pour les entreprises. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter justement aux emplois aidés. Il faut savoir comment redémarrer l'activité, comment créer de l'emploi. Et c'est là-dedans que nous attendons beaucoup du Premier ministre. Écoutez, dans un premier temps, les planteurs sont satisfaits des 38 millions annoncés par le ministre, ainsi que la consolidation de la prime bagasse, puisque je crois qu'elle va passer autour de 13 € la part planteur. Mais on souhaiterait aussi que ces sommes d'argent, les 38 millions plus les 44 millions qui ont été octroyés lors de la dernière convention Cannes, qui représentent environ 83 millions, représentent 46 € par tonne de canne. On peut dire aujourd'hui, l'État a bien consolidé la filière canne côté industriel. Ce qui serait bien aujourd'hui maintenant, c'est consolider les revenus des planteurs, par exemple par un minimum de 38 € sur un prix plancher qui permettrait aux planteurs de ne plus devoir l'usine, de pouvoir mettre en place ces fameuses cannes au rendement et de couvrir nos 300 000 tonnes de sucre qu'on a sur le marché européen. Maintenant, on serait content que aussi Tereos, pour signer un vrai partenariat avec le planteur, ouvre la coopérative aux adhérents, puisque Tereos est bien une coopérative betteravière en métropole, donc on souhaiterait qu'on puisse devenir adhérent de cette coopérative en tant que planteur réunionnais, producteur de canne, commercialisé par Tereos. Alors, au moins sur cette dernière demande d'Alain Cataille, qui est donc de l'Union des forces agricoles, d'être. Alors, c'est pas 13, mais c'est 14,5 la prime bagasse. C'est énorme, il y a eu une augmentation. Oui, parce sensible, que généralement, il touchait. Non, c'était 13, lorsque c'était annoncé par Fillon, je crois. Oui, mais qui n'a jamais été appliqué. Qui n'a jamais été appliqué, parce qu'ils ont été payés 9 € la tonne l'année dernière, ils ont touché. Là, c'est à 14, c'est 5 € par rapport à ce qu'ils ont touché l'année dernière. Alors, sur la canne, alors la convention canne, il y a eu cette réunion à la préfecture, je ne sais pas si vous avez été. Oui, alors justement, j'amène un petit correctif concernant la prime bagasse. Quand on dit 14 €... 14,5 €. 14,50 €. Alors, qu'est-ce qui est pour les industriels? Donc, vous avez... Enfin, là, c'est peut-être un peu petit pour lire, mais en gros, le planteur va gagner 12,30 €. Voilà. Et... Au lieu de 9 aujourd'hui. Bon, mais 12,30 €, il faut savoir qui paye. C'est-à-dire, c'est vous qui allez payer parce que vous êtes abonné à EDF. C'est une augmentation du prix d'électricité payé pour produire de l'électricité avec de la bagasse. C'est-à-dire que l'État fait des cadeaux, mais c'est nous qui payons. Donc, ça n'est pas, disons, ça n'est pas quelque chose
Ce n'est pas un acquis, en tout cas. C'est de l'argent public qui est financé par les abonnés EDF. Bon, ça c'est pour la bagasse. Mais disons, moi je voulais revenir sur les 2 premières interventions. Ça montre véritablement un état très grave de l'économie parce que c'est l'illustration d'une économie sous perfusion. Vous avez donc des entrepreneurs, ce qu'ils demandent, c'est de l'argent public. Ils ont besoin d'argent public et ils disent que s'ils n'ont pas cet argent public, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça montre que cette économie-là ne fonctionne qu'avec de l'argent public. Et on sait ce qui peut arriver s'il n'y a plus d'argent public suffisamment pour l'employeur. Eh bien, l'employeur, il s'en va sans rembourser tout l'argent qu'il a reçu. On a eu des illustrations récentes. C'était notamment donc Colgate-Palmolive qui a fermé la cible pour délocaliser en France. Vous avez d'autres sociétés qui délocalisent à Maurice parce qu'à Maurice, ils payent moins cher. Vous avez la menace donc de SFR de délocaliser dans des pays voisins qui payent beaucoup moins cher. Et ça, c'est quelque chose qui montre l'état de l'économie. C'est pas aussi simple que ça, quand même. Je pense que les capitalistes réunionnais ont très bien compris. Oui, non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, s'il n'y a plus les aides, eh bien, ils partent, ils vont ailleurs. Non, mais que l'on comprenne bien le mécanisme de l'économie, c'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles disent, c'est que les charges sont beaucoup trop importantes. C'est-à-dire que ce qu'elles disent, c'est que l'État prélève beaucoup trop d'argent. Et qu'aujourd'hui, une fois cet argent prélevé, il n'y a plus assez d'argent pour pouvoir payer les salaires et surtout investir. Ce qu'ils demandent, et c'est là que le système est pervers, c'est-à-dire que au lieu de demander et d'exiger que l'on diminue les charges, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au cours des dernières années, y compris les années Sarkozy, les charges ont très fortement augmenté sur les entreprises. C'est-à-dire qu'au lieu de demander que l'on diminue les charges, on dit, eh ben, on veut des aides. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on dit, il y a l'État qui pique de l'argent, et après on va supplier pour que l'État nous redonne un peu d'argent. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Ça coûterait moins cher en fonctionnaire que de dire, ben, on prend moins d'argent. J'ai déjà fait la démonstration ici une fois. Le problème de la Réunion, il est simple. C'est qu'il y a des pays dans le monde, dits développés, pour simplifier au maximum, hein, pour qu'on comprenne, qui ont des salaires très élevés, mais qui ont la chance d'avoir un marché à leur porte, donc le coût du transport est très faible. Vous avez, à l'inverse, des pays dits en voie de développement, prenons l'exemple de Maurice ou de Madagascar, où les salaires sont très très faibles, et où donc on peut produire à un coût très bas, ce qui permet de payer le coût du transport, d'arriver sur les marchés européens ou américains, et malgré tout à un prix plus attractif que ce que produisent ces pays-là. Nous, à La Réunion, on cumule les 2 handicaps. C'est-à-dire qu'on a à la fois les salaires élevés et à la fois le coût de la distance. Il y a un problème. Et on ne pourra pas s'en sortir parce que nous ne sommes pas les égaux de ceux qui nous entourent, aussi bien les égaux de la métropole que les égaux des pays Maurice ou Madagascar. Donc la seule solution, c'est de jouer ou sur les salaires, c'est-à-dire de dire qu'exceptionnellement à La Réunion, eh bien, on allège les charges de façon à redonner une compétitivité à ces entreprises, ou alors de dire quelqu'un prend en charge le coût du transport pour les matières premières qui viennent à La Réunion pour être transformées, ou pour les produits finis qui repartiraient de La Réunion. Je vais revenir à ça, juste entendre Geoffroy. Ton raisonnement est juste dans le cadre du statu quo qui est celui en gros de la continuation de l'économie de comptoir, parce que les frais de transport dont tu parles bien de transport dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire entre la Réunion et l'Europe. Pas nécessairement. Mais écoute, le problème, si tu veux, bon, la question de savoir si le travail coûte trop cher ou pas assez cher, ça, si vous voulez, c'est éternel. Hein, pour le patronat, le travail est toujours trop cher, on ne peut jamais payer des salaires, on ne peut jamais concéder quoi que ce soit. Et puis quand il y a finalement une mobilisation très forte sociale, et ben finalement on peut, comme en 1936, on était en pleine crise, on a lâché... J'ai été à Maurice et Madagascar récemment. Un journaliste à Maurice, aujourd'hui, c'est 300 €. Et encore, c'est bien payé. Un journaliste à Madagascar, c'est 100 €. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pareil, en 1945... La France était ruinée, on ne pouvait pas faire un État social, soi-disant. En fait, on pouvait parce qu'on avait la trouille et qu'il fallait bien lâcher. Bon. Donc, quand on veut, on peut. La question, à mon avis, elle est ailleurs. Et là où Manuel a pas tort de noter la répétition de ce mantra, là, on a besoin des aides de l'État, on a besoin des aides de l'État, c'est qu'on n'a pas une économie productive. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une économie de services. On a payé... Pas seulement, non, parce qu'on a eu un choix de l'entrepreneuriat réunionnais qui était celui de la désindustrialisation. On a un choix qui a été celui d'une économie de services. Il y a eu sur les entreprises dans lesquelles on a défiscalisé, style produire de l'huile localement. Non, mais d'accord, mais prends au niveau historique. Mais sinon, on n'est pas compétitif. Quand tu as un chemin de fer et que tu décides de vendre des bagnoles à la place, eh ben,
tu fais un choix quand même, qui est un choix économique. Tu te souviens pourquoi on a fait ce choix-là à l'époque ? Tu te souviens pourquoi on a fait ce choix-là ? J'étais pas né, mais je ne me souviens pas, mais je le sais. Parce que la CGTR, à l'époque, bloquait et faisait des grèves régulièrement, il bloquait toute l'économie de la Réunion, et qu'à un moment donné, il y en a qui se sont dit, il vaut mieux qu'on fasse autre chose que c'est parce qu'on s'est dit, c'est plus profitable de vendre des bagnoles que d'avoir effectivement une pression syndicale. Effectivement, il y a moins de syndicalistes dans la vente de voitures que sur les rails. Alors, je vais juste revenir sur un point et essayer d'ouvrir une autre fenêtre. Prenons le fret, prenons le transport. Regardez que, alors on est d'accord sur un point, c'est que chaque année, l'octroi de mer, c'est 380 millions. On est d'accord ? 380 millions, c'est pour qui ? C'est pour les collectivités. Essentiellement. Qui ont besoin de ça, que ce soit le conseil régional, le conseil général, ou les 24 mairies, les intercos. Supprimons le transport, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'octroi de mer. Où va-t-on trouver l'argent pour les collectivités ? C'est-à-dire que ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que quelque part, on est sur un système où le serpent se mord la queue. Non. C'est un petit peu, si, pareil, pour le pétrole. Prenons le pétrole. Quelles sont les charges, quelles sont les taxes qui vont à l'État ? Imaginez que demain, le pétrole descend très bas. Ce sont les charges, ce sont les taxes pour l'État qui vont être réduites. Non, M. Schmitt, vous n'avez qu'une vision partielle du schéma. Je crois qu'ici aussi, j'ai eu l'occasion de parler, et je suis ravi de voir que l'idée a prospéré grâce à Patrick Caram, à qui j'en ai parlé et qui est un ami, qui en a lui-même parlé à François Hollande, qui a repris l'idée. C'est l'égalité. Juste pour rappeler que Patrick Caram a été donc le délégué interministériel pour l'égalité des chances des ultramarins. Voilà, c'est ça. Et votre schéma, il consiste à dire, oui, c'est vrai, si on enlève l'octroi de mer. Non, pas que si on enlève. Je disais que les politiques sont aujourd'hui obligés de mettre l'octroi de mer sur le transport. Dans le concept d'égalité, alors eux, ils appellent ça l'égalité réelle. Moi, depuis 15 ans, j'appelle ça l'égalité totale. C'est de dire qu'il faut que nous, à La Réunion, j'ai l'occasion de le dire, Paul Vergès, à mon avis, a fait une erreur quand il s'est contenté de l'égalité sociale. Ce n'est pas parce qu'une femme réunionnaise touche les mêmes allocations familiales qu'une femme métropolitaine que pour autant les Réunionnais sont les égaux des métropolitains. Nous serons les égaux des métropolitains lorsque le chômage à La Réunion sera identique. Lorsque pour se déplacer sur le territoire national, on paiera en moyenne le même prix. Lorsqu'on paiera le même prix que la métropole, pour rappeler. C'est-à-dire que le métropolitain le plus défavorisé, celui qui va de Marseille à Lille. Lorsque pour SFR ou pour Orange, en métropole, ça vous coûte moitié prix et on a 200 destinations gratuites, dont La Réunion, allez téléphoner de La Réunion vers la métropole, vous verrez ce que vous paierez. Lorsqu'on aura le même débit, aussi bien sur téléphone qu'Internet, etc., dans tous les domaines, que ce soit les journaux, que ce soit la presse, que ce soit tout, que nous, dans les grandes surfaces, que nous réussissions à avoir des prix équivalents. Une fois que nous aurons réussi ça, le problème de l'octroi de mer ne se posera même plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? Plus besoin de surrémunération, plus besoin de 30% d'abattement sur les impôts. Nous serons en égalité et quand nous aurons des plus d'un côté, il faudra bien admettre et accepter que nous ayons des moins de l'autre. Et dans ce contexte-là, s'il n'y a plus d'octroi de mer, c'est possible. Mais attention à l'octroi de mer, ça aussi c'est quelque chose que je répète souvent. Les gens ont l'impression que l'octroi de mer, c'est quelque chose d'énorme Mais attention, quand on a mis l'octroi de mer en place, dans le même temps, la contrepartie, et ça on oublie de le dire. La protection des produits locaux. Non, il y a eu la diminution par 2 de la TVA. Et quand vous prenez les grandes masses et que vous regardez ce qui est prélevé en octroi de mer, est-ce qu'il est prélevé en TVA ? L'octroi de mer, c'est légèrement inférieur au montant de la TVA. Ah non, on a... Non, légèrement inférieur. Ce qui veut dire quoi ? C'est que si demain on supprime l'octroi de mer, on va remettre la TVA au même niveau qu'en métropole. Et à ce moment-là, nous serons perdants parce qu'on prélèvera légèrement plus, mais en plus, c'est de l'argent qui ne restera pas ici, qui ne sera pas dépensé par les collectivités locales, mais qui repartira dans les caisses de l'État et on ne le reverra plus. Il y a tout un lobbying depuis des années anti-octroi de mer qui est totalement infondé. L'octroi de mer est devenu, il n'a pas toujours été, mais est devenu une taxe très vertueuse puisqu'elle ne frappe pas les produits de luxe, elle frappe les produits de luxe et pas les produits de première nécessité, que effectivement la TVA rapporte plus, mais l'argent de la TVA, Demouni comprend bien, l'argent repart. L'argent de l'octroi de mer, il arrive ici et il reste ici, il sert à payer. Madame Marchal, on a l'impression d'entendre aussi Paul Vergès qui est un petit peu sur cette ligne-là, la fin de la simulation, l'octroi de mer 2017. Non, mais disons pour l'octroi de mer, il y a quand même à la base, c'est quand même un impôt injuste. Puisque, quel que soit le salaire de la personne, comme la TVA, c'est comme la TVA, elle paye le même. Donc, ça rapporte de l'argent, certes, mais les choses seraient quand même beaucoup plus justes
si au lieu d'avoir un impôt indirect, cet octroi de mer, il soit prélevé en fonction du revenu de la personne. Ah, Manuel, c'est vrai et c'est faux ce que tu dis. C'est vrai parce que tu as raison et c'est un impôt qui touche tout le monde, mais prends en compte ce qui vient d'être dit, c'est un impôt qui touche essentiellement des produits de luxe ou des produits haut de gamme. Donc ça veut dire que quand tu vas chez du riz, il n'y a pas d'octroi de mer dessus. Quand tu vas chez une boîte de sardines, il n'y a pas d'octroi de mer dessus. Quand tu vas acheter un ordinateur, il n'y a pas d'octroi de mer dessus. Quand on paye l'eau, il y a l'octroi de mer. Oui, mais je veux dire, il n'est pas aussi injuste qu'on le dit. Il est quand même orienté. Ah oui, le fait qu'il faille mettre l'octroi de mer sur des productions intérieures, ça c'est une obligation européenne. Ça n'a rien à voir. Ça n'existait pas et c'est voilà, tout à fait. L'octroi de mer n'est pas en cause. C'est plutôt la nécessité de le sauver en s'ajustant tant bien que mal aux quasi-dictates de la Commission qui font que... L'Europe a ses avantages et ses inconvénients. Donc en Europe, ils ont des règles, il faut aussi qu'on s'y plie. Hein. On va revenir à... On voit d'abord les avantages, en général, les inconvénients après. On va revenir aux annonces du Premier ministre demain. Et vous les connaissez déjà ? Il fera une allocution demain à la mairie de Saint-Denis. Juste avant, c'est Gilbert Annette qui va s'exprimer sur le chômage. On lui a posé la question aujourd'hui sur les attentes. Donc, on va donc directement aller à écouter Gilbert Annette, puisque Jean-Claude Fouteau n'a pas vraiment souhaité nous répondre sur ce qui pourrait être annoncé demain. La question a été un petit peu provocatrice de ma part. J'ai posé la question, qu'est-ce que quelques centaines de contrats aidés aideraient à l'attente de vraiment la mise en place du pacte de responsabilité, du crédit d'impôt? Voilà ce que Gilbert Annette a répondu ce matin. Est-ce que quelques centaines d'emplois aidés, ça peut faire patienter en attendant que ce pacte prenne plus de... Pourquoi vous dites quelques centaines? Parce qu'il y a 100 000, Non, on a parlé de... Non, mais moi, je ne veux pas anticiper. Le Premier ministre commence cette tournée de 2 jours. Il fera les annonces lui-même. Mais je pense que les quelques réponses ou les esquisses de réponses peuvent soulager un certain nombre d'interrogations. Je pense que notamment un des gros sujets, c'est la Convention cadre. Je crois qu'elle est en bonne voie. Je ne veux pas anticiper, c'est pas moi qui la signe, mais je crois que le gouvernement, malgré les difficultés, malgré Bruxelles, fait le forcing pour signer cette convention, pour octroyer l'aide nécessaire aux planteurs, et je crois que les choses vont aboutir. Ça, c'est important. Ensuite, vous m'entendrez demain, puisque j'aurai la parole, je reviendrai sur ce cancer qu'est le chômage à la retraite. Et je veux que le gouvernement aille plus loin, même s'il y a des signes positifs, mais j'aurai l'occasion de dire mon opinion sur cette question-là. Sur les autres dossiers, je pense que le gouvernement avance, en tous les cas, dans un contexte difficile. Je pense qu'il y a un certain nombre de réponses positives pour la... Alors, une question, et c'est un petit peu pour vous embêter aussi. Alors, combien de contrats aidés? Entre 5 000 et 10 000, plus, moins? Moi, j'ai entendu le chiffre de 10 000 en plus, pour arriver à 50 000. Non, pour la Réunion. François Rebsamen, le ministre de 50 000 à la Réunion. A annoncé 100 000 pour la toute la France. Combien pour la Réunion? Non, 10 000 de plus à la Réunion. 10 000 de plus? Pardon, c'est ce qui a été annoncé à Saint-Joseph. 10 000 de plus? Ben oui. Ah, d'accord. Et vous pensez que c'est... Non, je crois que c'est totalement illusoire. 10 000, c'est trop? En réalité, bon, déjà le chiffre, on pourrait discuter, mais... Il y a toujours une manière de faire, si vous voulez, qui est de combiner une annonce avec des modalités quasiment inapplicables. Par exemple, on tense régulièrement les maires parce qu'ils n'utilisent pas le nombre de contrats aidés qu'il faut, en disant mais l'État prend presque tout en charge. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, justement, il y a eu ce papier sur Zinfo, cette polémique que vous avez lancée, Pierrot Dupuis, lorsque Monique Orphée avait dit que ici à La Réunion, on n'utilise pas assez. Après, il a critiqué le clientélisme électoraliste de Didier Robert. Et vous avez fait une réponse. Oui, non, mais j'ai fait une réponse de bon sens que tous les Réunionnais ont dû se faire devant leur poste de télévision, en se disant, il y a 2 mois de ça, elle n'arrête pas de critiquer les élus qui n'embauchent pas assez de contrats aidés. Et quand des élus font l'effort de le faire, elle me dit, mais vous voyez, ce sont des mesures électoralistes, ils embauchent ça pour se faire... Bon. La vérité, comme toujours, est à mi-chemin entre les deux. Quand des élus embauchent des contrats aidés, il y a une partie électoraliste et il y a une partie pour apaiser le climat social. Mais j'approuve ce qui vient d'être dit juste avant. Il y a des effets d'annonce. Alors, j'ai pas retenu moi le chiffre de 10 000, mais admettons qu'il soit vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 10 000 personnes qui vont être embauchées. Parce que dans le même temps, le gouvernement, il arrive et il dit « je débloque 10 000 contrats aidés », mais dans le même temps, il diminue la dotation globale de fonctionnement. Ce qui fait que les mairies, aujourd'hui, sont asphyxiées
Il faut le savoir. Ce qui est frappant, et moi ce qui me frappe depuis le début du quinquennat, c'est le suivisme complet de Gilbert Annette et des élus, socialistes réunionnais. C'est incroyable ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas une once, si vous voulez, de relativisation. C'est-à-dire, il y a un problème. L'État diminue drastiquement les dotations à l'outre-mer. Il y a des coupes budgétaires dans tous les coins. Et finalement, on vous dit, mais dépensez plus. Voilà. Je vous donne moins, mais dépensez plus. Oui, mais on fait comment? Et puis alors, on voit Gilbert Annette se passionner pour la Convention Cannes. Ça aussi, c'est quand même... Marchal, sur l'emploi. Alors, on va revenir sur cette charte qui a été proposée à Saint-Joseph pour la régionalisation de l'emploi. Votre position? Je pense que c'est quand même un problème structurel qu'il faut régler. Ce problème de chômage, c'est effectivement une caractéristique d'un pays qui n'est pas dans une situation de développement. Vous n'avez plus d'industrie et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les collectivités qui deviennent les premiers employeurs, avec la pression qui tombe sur eux. Bon, mais on peut aussi constater qu'il y a quand même des embauches. Vous prenez les emplois d'avenir. Vous avez 3500 qui ont été signés l'an dernier. Mais ils ont été signés. Vous avez 90% du SMIC net qui est pris en charge par l'État, ce qui fait que la collectivité, elle va payer 10% du SMIC plus les cotisations qui suivent derrière, plus la formation. Mais se pose le problème de l'intégration ensuite. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? On avait eu donc déjà ce problème qui s'était posé lors des emplois jeunes. Donc c'était des contrats de 60 mois qui étaient financés à 75% par l'État, à 25% par l'employeur. Au bout de 5 ans, eh bien, c'était la crise, c'était le collectif emploi en danger. On a vu ce qui s'est passé. Donc vous avez une situation urgente avec 175 000 demandeurs d'emploi. 175 000 qui sont inscrites à Pôle emploi, soit parce qu'elles sont totalement au chômage, ou soit parce qu'elles ont un travail tellement précaire qu'elles ont besoin de trouver autre chose. Et par rapport à cela, bon, on peut annoncer 50 000, on peut annoncer 3 000 contrats d'avenir, mais le problème qui se pose, c'est qu'avec un tel taux de chômage, on peut se poser cette question. Vous avez 30% de chômage à La Réunion. Si ce pourcentage était appliqué à la France, vous auriez 10 millions de chômeurs en France. Est-ce que si en France, vous aviez 10 millions de chômeurs, un gouvernement mènerait la politique qu'il mène aujourd'hui à La Réunion pour régler le problème? À mon avis, non. Et donc, c'est là-dessus que les choses doivent être revues. C'est une réforme de fond qui est nécessaire. Alors, juste là-dessus... Attends, oui, il y a une réforme de fond. Regarde quand même, on est face à un vrai problème. Regarde de quoi est-ce qu'on disserte. Combien d'emplois aidés? On n'en est pas à se demander quelles conditions on va créer pour la réindustrialisation, pour qu'on produise des matériaux de haute technologie, de qualité. On est quand même un pays qui concentre le plus de matières grises dans l'océan Indien. Et nous, là, on est en train de dire, est-ce que lui va... Ça, c'est pas Madagascar, ils sont pas couillons non plus. Non, d'accord, mais on a quand même plus d'argent. Enfin, tu compares le budget d'une université comme celui de La Réunion. Il y a un savoir-faire. Non, mais sur le fond, c'est incroyable, je veux dire, on en est à pas attendre la main, même pas. On n'en est même pas à attendre la main, on en est à attendre ce qui va tomber de la besace. C'est terrible. C'est encore plus pervers encore que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, et vous avez raison, à aucun moment nous n'avons entendu des mesures pour développer réellement l'économie, permettre d'embaucher, si ce n'est des emplois aidés. Mais aujourd'hui, le système d'emploi aidé est lui-même perverti en faisant en sorte que on se sert du Pôle emploi. On se sert de Pôle emploi, parce que maintenant la CEDIC, c'est Pôle emploi. On se sert de la CEDIC pour financer l'après-contrat aidé. C'est-à-dire qu'on dit aux gars, eh bien, on va te faire avoir un contrat aidé pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, tu vas basculer sur la CEDIC, tu vas tenir pendant 2 ans comme ça. Et puis, ça fait 4 ans devant toi où tu es à peu près tranquille, où tu as un SMIC au début, un peu moins que le SMIC après, et bien dans 4 ans, on va essayer de te redonner quelque chose. Oui, et personne ne parle du problème de retraite qu'il y a derrière. Oui, alors ça, c'est la bombe à retardement. Alors on va écouter Manuel Valls, sur la situation réunionnaise et aussi l'objet de son déplacement à La Réunion. Donc Manuel Valls qui va parler de la situation réunionnaise et ensuite donc de ce message qu'il apporte lui de l'État. La Réunion, c'est 3 fois plus pire, j'ai envie de dire. Comment vous caractérisez la situation réunionnaise? Difficile parce que la situation du chômage est beaucoup plus
élevé que la moyenne nationale. La situation du chômage des jeunes, au-dessus de 50% de chômage dans certains quartiers, mais nous l'évoquerons demain, ici notamment à Saint-Denis, avec les ministres de la ville et de la jeunesse et de l'éducation nationale, Patrick Caner et Najat Vallaud-Belkacem, parce que ce sont ces dossiers-là que nous prenons et que nous devons continuer à prendre à bras-le-corps. Allez-vous annoncer des mesures concrètes? Nous verrons demain. Alors les mesures concrètes sera annoncé surtout demain, donc on attend son allocution demain vers à partir de 10h30 à la mairie de Saint-Denis. Juste avant, voilà ce qu'a dit Manuel Valls lorsqu'on lui a demandé quel était un petit peu l'objectif de sa visite. C'est un message pour affirmer encore une nouvelle fois, après celui du président de la République il y a un an, que l'État est là, que l'État est présent dans tous les domaines, celui de la vie économique, de la solidarité, du soutien aux énergies renouvelables, de les questions d'école, de jeunesse, de rénovation urbaine, sur la question évidemment très sensible de ce qui se passe notamment et des attaques de requins. Bref, un déplacement complet. J'aurais eu l'occasion de dire non seulement mon amour de la Réunion, mais la présence de l'État. Et nous allons le démontrer tout au long de ce déplacement, sur l'emploi comme sur l'agriculture. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais mon plaisir d'entamer ce déplacement ici et de répondre à vos questions et à vos sollicitations tout au long du déplacement, notamment sur les dossiers de la Réunion, et ils sont nombreux. Alors, je vais être un peu provocateur avec vous. Finalement, l'État-providence, c'est le retour? C'est pas le retour, si vous voulez. On a, oui, alors, d'abord, c'est au pur niveau déclaratif. Et puis il y a quelque chose qui est un peu choquant, c'est que ce sont les mêmes qui, en France, expliquent que l'État peut pas tout, qu'il faut se prendre en main, qu'il faut dynamiser le secteur privé, qui viennent ici, finalement, reprendre le bon vieux discours paternaliste en disant « vous inquiétez pas, papa est là ». C'est assez choquant. C'est assez choquant, d'autant plus qu'on sent bien que celui qui tient ce discours-là est persuadé que c'est ça qu'on attend de lui, alors qu'on attend autre chose de lui. Là, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir sur tout ce que l'outre-mer et dont la Réunion peut apporter à la France. Imaginez ce que serait la France s'il n'y avait pas la Réunion. Vous avez l'ONU. Et dans l'ONU, vous avez une instance qui s'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que nos téléspectateurs connaissent. Et dedans, vous avez 6 pays qui ont le droit de veto. Vous avez la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne. L'Allemagne et la France. Non, l'Allemagne. Non. La France. Il manque un. L'Angleterre. Voilà. Si la France est au Conseil de sécurité membre permanent avec le droit de veto, c'est parce que vous avez l'outre-mer qui lui permet d'avoir le deuxième domaine maritime du monde. La zone exclusive. Non, c'est pas ça la raison. C'est 1945. La zone exclusive économique, c'est pas ça. Mais ça, c'est ce qui permet. C'est ce qui permet à la France de jouer d'avoir des ambitions. La deuxième en surface, effectivement. Ça, c'est vrai. Vous avez également pour l'exploiter, ça ne sert pas à grand chose. Un jour, on l'exploitera et un jour, on sera. Vous avez également toutes les richesses. Actuellement, on parle beaucoup de changement climatique. Vous avez les Outre-mer, ils sont en première ligne pour les conséquences du changement climatique. Ce sont des lieux d'observation, d'expérimentation essentiels. Et la France, elle a ça comme atout. Donc, comme handicap, si ça lui coûtait cher. Mais moi, je pense que l'outre-mer, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup plus à la France. On a écouté le discours. Et donc, à partir de là, ça n'est pas étonnant que la France injecte de l'argent public pour tenter de calmer la situation. Ce discours, on a pu l'entendre chez une chaîne concurrente ce soir. Effectivement, il a parlé d'énergie, l'exemple de la Réunion en matière d'énergie renouvelable. Mais le problème, c'est que d'un côté, il y a ceux qui trouvent que l'outre-mer coûte trop cher. Aujourd'hui, le discours, c'est que la Réunion est un atout pour la France. Mais c'est faux tout ça. Il faut Alors, qu'est-ce qui est vrai? Prenons l'exemple de l'énergie. Et là, moi, j'en ai marre de cette langue de bois. Il y avait un secteur qui marchait très bien à La Réunion. C'était le photovoltaïque. Ça se développait, c'était des emplois, etc. L'État et Nicolas Sarkozy sont arrivés et ont diminué drastiquement le prix de rachat du kilowattheure.
moralité, c'est un secteur qui est aujourd'hui sinistré. Et qui périclite. Et qui ne se développera plus, à moins qu'on ne reprenne des mesures. Alors, qu'on arrête de parler, qu'on arrête quand j'entends ça, j'en pense à la chanson de Dalida, des paroles, qu'on arrête tout ça. Oui, parce que les atouts, en réalité... Bon. Ils sont là, mais encore faut-il... Non, mais le véritable atout dans la vie réelle pour l'État, qu'est l'outre-mer, c'est un peu d'ailleurs comme les anciennes colonies d'Afrique, si vous voulez, c'est donner des marchés aux grandes multinationales, ou recycler des choses qui sont interdites ailleurs. On pense au chlordécone dans la Caraïbe, c'est un pur scandale. Hein. On a quand même contaminé le quart du Nil avec un produit qui était interdit en France. Oui. Ici, on parlera peut-être de la nouvelle route du littoral. On va en parler. Il y a un engagement très fort vis-à-vis de Bouygues. Le Premier ministre a confirmé que... l'ami de Sarkozy, mais pas de Hollande. Oui, mais Bouygues est ami avec tout le monde. Le Premier ministre a confirmé que l'État continue à soutenir le projet de la nouvelle route du littoral. Il a été il s'est vraiment dit qu'il faut que le projet avance, que la Réunion a besoin de ce projet structurant. Alors, entre ceux qui voulaient, qui mettent en avant les conséquences environnementales sur ce projet, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a aussi, il est revenu sur les énergies renouvelables. Il faut que ça... Des paroles. Ça avance. Alors, il faut que ça avance. Ah oui, ça, faut dire qu'il faut que ça avance. Alors, finalement, il y a quoi? Voilà, finalement... Qu'est-ce que, sur cette première journée, globalement, nouvelle route du littoral, énergie renouvelable, on a vu le discours du président Robert au port sur l'énergie, entre autres parler du SWAT. Disons que, notamment sur l'énergie, on a pu constater qu'auparavant, la Réunion, elle était quand même en avance sur le plan des énergies renouvelables, avec l'objectif d'autonomie énergétique totale en 2025. Eh bien, désormais, la Réunion ne vise plus que l'autonomie électrique uniquement, en 2030-2035 selon Didier Robert. Donc c'est vraiment une régression. Et il faut savoir que la France, dans sa loi, elle dit que les îles outre-mer doivent atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Ce qui signifie qu'auparavant, nous étions en avance par rapport à la loi, et maintenant nous sommes à la traîne. La simple application du droit commun fera que nous arriverons peut-être à l'autonomie énergétique électrique. Donc ça, c'est un recul. Il faut dire pourquoi. Encore une fois, je le répète, parce que l'État français s'est désengagé, parce que sur le voltaïque, ils ont tué une filière, mais volontairement, hein, je veux dire, enfin volontairement, j'en sais rien, en tous les cas, le résultat est là, qu'il y avait ce projet en mer qui a été délocalisé, qui maintenant est parti, qu'EDF a emmené aux Antilles, oui. et qui n'est plus à La Réunion. Donc ce sont des décisions qui sont externes. C'est facile de taper sur la région, hein, mais là, en l'espèce... Moi, je pense que tout de même... La région ne fait pas un barrage non plus extrêmement tu peux gueuler tant que tu veux. Hein. Si tu as EDF qui te dit « moi, je prends le projet, j'emmène aux Antilles », tu peux faire ce que tu veux. Vous aviez le projet de couvrir totalement la route des Tamarins en panneaux photovoltaïques. Vous aviez le projet de construire un tram-train électrique. L'électricité était plus important qu'aujourd'hui. Vous aviez le projet de construire un tram-train qui fonctionnait à l'électricité. L'électricité fournie par une centrale au charbon. Mais l'électricité, on peut le produire autrement qu'avec du charbon, alors que si vous faites rouler une voiture aujourd'hui, c'est du carburant. Ce qui a changé, c'est que le coût du charbon d'Afrique du Sud est bien moindre que l'électricité qu'ils pourraient produire ici. Pourquoi on a fait... On est toujours... C'est vrai que... c'est pas la question. Je termine d'abord mon propos. La question, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui produisent l'électricité, aujourd'hui, EDF est en train de produire de moins en moins d'électricité. Ils rachètent parce que ça revient moins cher. Non, mais attends. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la manière dont on va garantir aux opérateurs économiques des profits à nos dépens, ou est-ce qu'on parle du plan de développement? Attends. Je fais un constat. En Chine, on achète du charbon. C'est un pays qui est presque entièrement dépendant au charbon. Il y a le plus grand plan. C'est le plus pollué aussi au monde. Oui, non, mais d'accord, mais c'est le plus pollué. C'est pas le plus pollué d'ailleurs, hein, entre nous. Va à Shanghai, va à Pékin, tu verras, tu vois même pas. Oui, mais eux-mêmes le disent. Il y a eu un film là-bas qui s'appelle Under the Dome. 300 millions de Chinois l'ont vu. Non, mais il y a le plus grand. Je vous invite à lire un article que j'ai écrit. Il y a le plus grand programme de développement vert de l'histoire. Et ça, c'est pas les Chinois qui le disent, c'est les Américains. Actuellement, le seul secteur éolien en Chine fournit plus de nucléaire. Donc c'est pas la question du coût des matériaux, ça n'est pas une question qui est opposable à la question du choix de développement. Quand on veut l'autonomie, et la Chine la veut parce que être dépendant du charbon, c'est pas marrant, surtout quand on veut devenir la première puissance mondiale et qu'on doit acheter aux Australiens qui sont dans la main des États-Unis, c'est pas terrible. Bon. Eh bien, quand on fait des choix,
on peut, avec de l'investissement public, réellement destiné à des buts d'intérêt public. Et là, tout à l'heure, par rapport à ce qu'on disait, pourquoi est-ce qu'on a flingué la filière photovoltaïque? Ce qui est tout à fait vrai, on l'a flingué exprès. Parce qu'on a laissé le temps à EDF et à des sociétés montées par EDF de racheter l'énergie autant qu'elles pouvaient, et une fois que ça ne servait plus, puis on s'en est débarrassé. Pour être honnête, il y avait aussi une autre raison, c'est qu'il y avait des petits malins, un peu ici, beaucoup aux Antilles, qui avaient monté des sociétés basées sur la défiscalisation, etc., oui, absolument, et qui se goinfraient sur le dos de l'État, et qu'à un moment donné, l'État s'est dit... Et qui étaient souvent des filières de BF. Mais parfois, pour corriger un mal, eh ben, on tue le malade. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il nous reste 10 minutes. Je vais faire une transition vers les régionales. Au moment de répondre à des questions de nos confrères sur la chaîne concurrente, Manuel Valls a parlé de l'entrée ouest de Saint-Denis, que ce projet est dans le contrat-plan État-région, donc c'est la traversée de Saint-Denis d'une façon ou d'une autre. Est-ce que la visite, là on va parler vraiment régional, est-ce qu'aujourd'hui la visite du Premier ministre va pouvoir, aplanir plus ou moins ce différend qu'il y a entre Gilbert Annette d'un côté et Patrick Le Breton, justement dans l'optique des régionales? Alors, il faut laisser la parole à Pierrot Dupuis, qui a dévoilé l'identité du prochain candidat socialiste. J'ai fait un article cet après-midi, dans lequel je disais, en fin de matinée, dans lequel je disais qu'une source que j'avais très haut placée dans un parti politique m'avait informé que ce serait Gilbert Annette qui conduirait la liste du PS. La qualité de ma source était telle que j'ai pris le risque, en disant quand même que ce n'était qu'une rumeur, qui n'était pas vérifiée, mais que j'ai pris le risque d'annoncer l'information qui m'a été confirmée par une deuxième source cet après-midi. Bon, donc je veux dire, ça commence à être plus crédible. Ce n'est pas sûr que ce soit vrai, je peux être démenti demain par les faits, et ça je veux bien admettre, mais je veux dire, c'est quand même deux sources de très haut niveau qui m'ont confirmé l'information jusqu'à maintenant. La même source que j'ai eue cet après-midi me disait que, et qui est bien placée pour connaître un peu le dessous des cartes, me disait que Patrick Le Breton était plutôt sur une logique de faire payer à Gilbert Annette ce qu'il avait fait en 1993, de se présenter avec une liste concurrente contre celle de la Fédération qui à l'époque était menée par Jean-Claude Fruteau. Je dirais que ça, ce sont des choses qui ont été dites il y a quelques jours. Depuis, il y a quand même l'arrivée de Manuel Valls. J'imagine mal un Premier ministre socialiste venir ici et constater comme ça ces différents... L'avaliser et ne rien faire. Donc, il va sûrement y avoir des pressions qui vont être faites pendant ces 48 heures. Donc, attendons de voir ce qu'il en sortira dans 48 heures. Mais je veux dire, la situation à hier, ou avant-hier, c'était qu'il y avait une liste de la Fédération menée par Gilbert Annette et possibilité, pas certitude, mais possibilité d'une liste menée par Le Breton. Ce qui amène quand même derrière, si cette information est vraie, et encore une fois, je ne la garantis pas à 100%, mais si cette information est vraie, ça entraîne quand même une autre question derrière, c'est Huguette Bello. Est-ce que Huguette Bello accepterait, parce que l'union de la gauche, vous savez, c'est toujours, enfin l'union de façon générale, c'est toujours, je suis d'accord, mais à condition qu'on soit derrière moi. Est-ce que Huguette Bello accepterait d'aller sur une liste d'union de la gauche en étant derrière Gilbert Annette? Première question. Deuxième question, et je me suis un peu mouillé dans mon article, je me dis que ce scénario était trop beau pour ne pas avoir été conçu dès le départ, et que je me demande dans quelle mesure Huguette Bello n'a pas servi de chiffon rouge à Gilbert Annette à agiter devant Le Breton, Fruteau et les autres, en disant, pour les amener à dire mais enfin, mais n'importe quoi, enfin une liste socialiste conduite par quelqu'un qui n'est pas socialiste, c'est impensable. On laisse la mayonnaise monter pendant un mois, et au bout d'un mois, Gilbert Annette arrive comme un sauveur, en disant bon, ça y est, je vous ai compris, c'est bon, ok, très bien. Il y a certainement et j'y vais. Je suis d'accord. Cette stratégie de sa part, il y a certainement cette stratégie de sa part, mais d'un autre côté, il s'est mis lui-même en situation où finalement il ne peut pas faire autrement. Puisque si M. Le Breton va devant les instances socialistes, en disant écoutez, nos statuts disposent quand même, et ça a été opposé d'ailleurs à plusieurs reprises ici au Parti communiste réunionnais, nos statuts disposent qu'au premier tour, nos listes doivent être chimiquement pures. Pourquoi est-ce que nous nous rangerions derrière la bannière d'une ancienne communiste et qui plus est frondeuse et en plus voilà. Ultra-minoritaire. Voilà, ultra-minoritaire, voilà. Bon, les dernières élections départementales. Donc, à ce jeu-là, la liste Bello-Annette n'était pas tellement sûre, finalement, d'avoir l'aval du PS national et
Le Breton aurait pu avoir une investiture. Donc, il est quand même il est quand même presque vital pour Gilbert Annette de se déclarer, ou en tout cas de faire savoir que c'est possible, pour faire bouger les lignes. Sur l'impact des déclarations de Manuel Valls au sujet des élections régionales, moi j'en retiens une, c'est de dire que le chantier de la nouvelle route du littoral doit être exemplaire sur le plan de l'environnement. Ce que constate-t-on aujourd'hui? C'est que ce chantier a reçu donc un avis unanimement négatif du Conseil national de la protection de la nature. Oui. Et que pour que ce chantier puisse continuer, le gouvernement avait donné des dérogations. Là, vous avez le problème des carrières, parce qu'apparemment, on n'avait pas pensé prévoir les matériaux avant de lancer le chantier. Le problème des carrières pose un problème environnemental. Si vous n'avez pas résolu ce problème des carrières, vous n'avez pas les matériaux, vous ne pouvez pas construire la route. Et penser à importer des galets de Madagascar, il faut savoir que le Conseil national pour la protection de la nature s'était vivement élevé contre ce procédé. Donc, s'il considère que la route doit être exemplaire sur le plan environnemental, ça montre l'extrême difficulté de mener à bien ce projet, et je dirais que c'est un coup porté à Didier Robert de la part de Manuel Valls. Oui, non, pas, alors, pas du tout. Il nous reste 4 minutes, je vous donnerai une minute de coupure. Je veux dire, tu retiens la dernière partie de son expression, tu oublies le début qui était beaucoup plus important, beaucoup plus développé, dans lequel il se disait fervent partisan de la route du littoral. À condition que ça respecte l'environnement. Oui, ça c'était la toute petite partie. À la fin, moi ce que je dis, c'est que quand il y a des grands projets, il y a toujours un impact sur l'environnement. Même quand demain tu vas construire chez toi une maison sur un terrain, il y a un impact sur l'environnement. Parce que tu vas bétonner un espace où auparavant l'eau pouvait s'infiltrer, donc il y a toujours un impact. Quand Paul Vergès a créé la route des Tamarins, il y a eu un impact sur l'environnement et il y a eu aussi des dérogations qui ont été accordées. Quand il a voulu faire le tram-train, rappelle-toi tout le débat qu'il y a eu sur la protection des espèces quand il voulait faire le tram-train à la montagne. Donc, le tracé a été changé en fonction oui, mais il y avait quand même eu des impacts. Non, le tracé a été changé. Il nous reste 3 minutes. Juste sur la partie carrière. Le problème aujourd'hui, il est simple, c'est que soit on fait les carrières à La Réunion, et à ce moment-là, on donne un peu de travail aux Réunionnais et on donne aussi du travail aux transporteurs. Et à ce moment-là, la route peut se faire, je veux dire, rapidement. Si on ne veut pas qu'il y ait des carrières, et je vois bien le jeu qui est fait, qui consiste à dire on empêche la carrière, comme ça on empêchera la route du littoral. Eh bien, il faudra bien importer les roches de quelque part. Mais à ce moment-là, ça veut dire que les transporteurs, eh bien, ils n'ont plus boulot parce que les barges déverseront en mer directement et les transporteurs, à ce moment-là, sauf si ce sont les transporteurs qui possèdent les dites carrières, ce qui n'est pas impossible. À Madagascar. À Madagascar. Mais pas tous, il y en a un ou deux, et puis les autres, il y en a que deux. Qui avaient les informations avant les autres. Bon. Ouais. Non, mais je pense qu'on est quand même. Moi, je ne pense pas du tout que Valls et Didier Robert soient adversaires sur la question. Je pense même qu'ils sont profondément en accord, et je pense même qu'ils sont aussi gonflés l'un que l'autre. C'est-à-dire que, je m'explique. C'est-à-dire que Didier Robert explique que c'est le projet le plus environnemental qu'on ait jamais vu. Il vous ratifie une route requin alors que tous les rapports officiels vous disent qu'on va percer sous l'eau, que ça va faire fuir les cétacés. Bon, mais c'est pas grave, c'est la route des requins. J'ai dit non, des baleines, excusez-moi. Lapsus révélateur. Bon. Donc, ils sont aussi gonflés l'un que l'autre. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne dit pas les choses. Tout le monde est content que le Drian soit le VRP de Dassault. Valls, ici, est le VRP de Bouygues. Ils sont là pour vendre cette route du littoral. Ils sont là pour la vendre. Voilà. Et on est d'ailleurs dans les limites de l'exercice démocratique. Il y a quand même eu la plus grande manif depuis le COSPAR à La Réunion, indirectement ou directement, contre ce chantier. Et avoir été élu en 2010 ou avoir été nommé Premier ministre, ça ne donne pas une carte blanche pour tout faire. D'accord, Marché ? Moi, je me concentre sur l'aspect environnemental, tout simplement parce qu'à la fin de l'année, vous avez une conférence à Paris sur le climat. Ce sera la plus importante conférence internationale jamais organisée en France. Et la France veut absolument réussir cette conférence. Et si, à la conférence de Paris, il est question d'une route qui déroge totalement à ce qui doit être signé à cette conférence, la France va se couvrir de ridicule. Je ne pense pas que la France prendrait le risque de gâcher sa conférence la plus importante de son histoire
pour un chantier à La Réunion lancé par le gouvernement ridicule. On va conclure. Merci, messieurs. Donc, je rappelle donc, vous êtes donc avec Manuel Marchal, donc rédacteur en chef de Témoignages, avec Geoffroy Giraud-Legros, donc rédacteur en chef de Sept-Laves-la-Mer, et de Pierre Dupuis, rédacteur en chef de Zinfo. En tout cas, merci aux téléspectateurs de Télécréole, merci aux auditeurs de Créole FM. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Continuez bien votre soirée sur Télécréole et sur Créole FM. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.